place au parti pris. Route François, vous restez autour de la table. Abnous Chalmani nous rejoint pour son parti pris international. Et c'est vous qui commencez Route, parce que c'est un autre aspect de cette affaire lyonnaise, c'est le profil de Quentin Derenque. Et on a entendu beaucoup de choses, et notamment, sous-entendu, est-ce qu'au fond, ce jeune homme qui évoluait dans les milieux d'extrême droite ne l'aurait pas un peu cherché? Et donc vous vous dites, qui était vraiment Quentin? Regardons et mettons un terme à ces supputations qui, pour vous, sont totalement déplacées. Alors, je voudrais qu'on commence par cette minute de silence à l'Assemblée nationale pour la victime, Quentin Derenque, parce que dans la passion de la polémique politique, en fait, on l'avait un peu oublié. Mais ce qui est frappant, c'est de voir, en lisant les portraits qui lui sont consacrés par la presse, ceux qui, dans certains médias, insistent sur son militantisme passionné dans les mouvements d'extrême droite identitaire, et ceux qui racontent le jeune croyant catholique pacifique, étudiant assidu, amoureux des textes philosophiques. Qui était Quentin Derenque, âgé de 23 ans, venant de Saint-Cyr-le-Rhône où sa famille vit toujours? Certainement un peu des deux. Un étudiant en sciences des données à la personnalité complexe, décrit par ses amis comme très pratiquant, notamment auprès de la paroisse traditionnaliste du 5e arrondissement de Lyon où la messe est lue en latin. Il s'était converti et avait parrainé son propre père, toujours dans cette église lyonnaise de Saint-Georges. Apparemment, Quentin Derenque a aussi fréquenté assidûment, successivement ou en même temps, plusieurs mouvements politiques de l'ultra-droite, nationalistes, royalistes, comme l'Action française ou Audace Lyon, qui ont rappelé qu'ils venaient à leurs réunions et qui participaient à des entraînements sportifs d'autodéfense. On note son passage aussi à l'Academia Christiana, une école de foi qui attire de nombreux radicaux d'extrême droite, qui a même été sur la liste des mouvements à dissoudre par Gérald Darmanin en 2023, notamment pour des recommandations de lectures antisémites, mais qui ne l'a pas été finalement. Selon le site Mediapart, Quentin Derenque militait dans un groupe isérois, les Allobroges, et il aurait défilé à Paris lors de la fête annuelle du comité du 9 mai, émanant de l'œuvre française, groupuscule pétainiste. Ce n'est pas maintenant qu'on voit ces images-là, on y arrive. Donc voilà le portrait idéologique. Donc, mais personne, dans tous les témoignages qui sont recueillis par nos confrères, personne ne parle d'un jeune dont le trait marquant serait la fascination pour la violence ou pour les armes. On le décrit comme maigrelet qui se serait mis à la boxe. Et l'avocat de la famille précise qu'il n'était ni un agent de sécurité ni un membre d'un quelconque service d'ordre. Le procureur a d'ailleurs confirmé que le jeune militant nationaliste n'avait aucun antécédent judiciaire. C'est-à-dire il n'a jamais été condamné. Et il n'a jamais non plus été signalé comme appartenant à un service d'ordre. Néanmoins, quand on voit les images, et on va les revoir, de la Rix qui a précédé son lynchage, il faut appeler les choses comme... on ne sait pas très bien où il est et ce qu'il y fait. Vous voyez ce que je veux dire? Personne ne peut le dire, l'enquête est en cours. Et voilà, ce sont des images dans lesquelles il y a des échanges. Est-ce qu'il est très loin derrière? Est-ce qu'il est actif? Est-ce qu'il est... Enfin, personne ne peut le dire à cette heure-ci. Et donc, pour qualifier sa violence personnelle, personne ne peut le faire à cette heure-ci. Je voudrais qu'on écoute tout de suite Jean-Luc Mélenchon, qui vient de s'exprimer à l'instant et qui parle de Quentin Derenque. Écoutez. Quentin Derenque était un militant politique. Ainsi, je veux dire à ceux qui, pour utiliser la situation, pour en faire un usage politicien, ont prétendu que cet homme était là quasi par hasard et qu'il était venu peut-être pour une amicale partie de canasta ou bien pour enfiler des perles, que c'était un militant politique qui était venu dans le propos délibéré d'associer son action à celle d'une milice, car depuis, cela est prouvé. Alors voilà, donc ce sont des mots très durs, qui complètent quand même en disant qu'aucune stratégie de contre-attaque ne justifie que l'on tue ou que l'on porte des actes qui y conduisent. Mais le militant politique, c'est indiscutable. Bien sûr, c'est ce que je vous ai dit, et c'est vrai qu'il était là pour protéger, c'est ce que disent les femmes du groupe Némésis, qui se revendiquent comme féministes et qu'on peut classer aussi à l'extrême droite. Donc il n'y a pas de doute là-dessus, mais si vous voulez, quand j'ai lu un certain nombre de portraits et des témoignages, ça m'a fait penser à Clément Méric. Vous vous souvenez, ce militant d'extrême gauche Antifa qui avait participé à des mobilisations, mais qui n'a jamais été décrit comme un profil de casseur ou
connu pour ses violences. Et je me suis dit, mais c'est un peu un miroir, ces deux profils qui racontent une génération en déshérence. C'était en 2013, ça fait longtemps bien sûr. Hein. Il avait été assassiné par des skinheads, d'un mouvement néo-nazi. Et ces générations, ces deux profils, ils racontent une recherche d'ancrage fort, mais qui ont peut-être pas, ou qui n'ont pas eu, ou qui n'ont pas aujourd'hui, assez conscience du danger de ces idéologies mortifères. Mais quoi qu'il en soit, ces deux jeunes, leur mort ne sera jamais justifiable par leurs idées. Jamais. Ça, ce qui compte, vous voulez dire, ce ne sont pas les idées, ce sont les pratiques. Et dans un cas comme dans l'autre, rien ne permet de dire qu'il s'agissait de garçons violents. Ça m'a frappé, ce miroir. Mais c'est vrai que dans la description qui est faite de ce jeune militant, il est décrit comme un intellectuel croyant, mais en même temps, il a traversé tous ces mouvements d'extrême droite, donc attiré par une recherche, ça c'est sûr. Mais est-ce qu'il était à la manœuvre de façon active ? Personne ne peut le dire. Est-ce qu'il n'était pas dans un service d'ordre traditionnel ? C'est tout ce qu'on peut dire, puisqu'il y a une enquête. Et donc, on voit ce que dit Jean-Luc Mélenchon pour ses troupes, tout en disant que rien ne justifie la violence. Il faut en rester là, c'est-à-dire... Il n'était pas fiché, pas de casier... Absolument pas. Et c'est plutôt quelqu'un qui est dans une... Il a 23 ans. Voilà, c'est quand même 23 ans. C'est-à-dire qu'il est dans une forme de mutation. Mais c'est un militant, oui. François. Non, je réagis à ce que vous dites, Ruth, sur la similarité des profils. Mais au fond, les plus violents ne sont pas ceux qui meurent là-dedans. Parce qu'ils sont mais entraînés, les pauvres, mais c'est exactement ça. C'est ceux qui restent à terre. Bien sûr. Oui. Et après, l'intervention de Jean-Luc Mélenchon, c'est encore une fois... les deux à la fois, quoi. Ouais. Parce que quand on présente cette victime comme un militant politique, au fond, c'est une façon de légitimer ce qui lui est arrivé. Il a cherché ce qui lui est arrivé. Alors derrière, on entend quand même, la violence doit être bannie, mais on peut pas dire les deux en même temps, en réalité. Sauf justement entretenir une ambiguïté qui, au fond, on revient à notre débat de tout à l'heure, sert probablement à la stratégie de LFI. Avnous ? Mais il a pas exactement dénoncé la violence comme d'habitude, Jean-Luc Mélenchon. Il a dit, en gros, des coups qui mènent jusqu'à la mort, c'est ça qui est déshonorant. Il n'a pas dit, ce qui est horrible, c'est les coups, c'est que taper par conviction idéologique, c'est pas grave, mais il faut pas taper jusqu'à ce que mort s'en suive. C'est toujours pareil avec Jean-Luc Mélenchon, c'est que là, il a décidé d'aller sur cette voie. C'était au moment des émeutes, vous voyez, il appelait pas non plus au calme. Et les filles, à travers Mélenchon, et d'ailleurs tous les autres, ils ont jamais appelé au calme. Donc il y a cette manière de maintenir une tension dans la société et de jeter de l'huile sur le feu des fractures qui est extraordinaire. Et moi, je suis désolée, moi, cette idée, vous savez, c'est la chanson de Brassens, mourir pour des idées d'accord, mais de mort lente. C'est absolument terrifiant. Moi, j'ai toujours trouvé ça, depuis l'enfance, ayant vu ce que donnait l'idéologie. Vous savez, ça m'a toujours choqué. Je pense que c'est des images que vous oubliez jamais. Quand vous voyez des gens en train de manifester qui pensent la même chose, c'est qu'ils ont tous le même visage, ils ont tous le même rictus de haine. Il y a quelque chose dans l'idéologie et dans le militantisme qui tue la singularité humaine et qui devrait faire peur à tout le monde, qu'elle vienne de l'extrême droite, de l'extrême gauche, mais aucun militant, mais on s'en fout qu'il soit d'extrême droite. C'est un jeune homme de 23 ans qui a été tabassé jusqu'à ce que mort s'en suive. Point. Et je rappelle les informations de cette fin d'après-midi. 4 interpellations, puis on a appris la 5e interpellation. Donc ce sont 5 hommes qui ont été interpellés à Lyon. Et parmi eux figure Jacques-Élie Favreau, c'est-à-dire l'assistant parlementaire de Raphaël Arnaud, député La France Insoumise, cofondateur de la Jeune Garde. Il faut simplement rappeler que les gardes à vue durent 48 heures et qu'une garde à vue, une interpellation ne signifie pas une culpabilité. Voilà, des présomptions, oui, une culpabilité, non. La présomption d'innocence continue de s'appliquer. François, votre parti pris économique, on parlait de la Chine il y a quelques instants. L'année du cheval de feu commence en Chine et vous nous dites, la Chine n'est pas si forte à l'aube de cette année importante. En tout cas, elle fait tout pour montrer qu'elle l'est. Regardez ces images incroyables qui ont été diffusées cette nuit par la télévision chinoise. On est au Nouvel An, c'est l'année du cheval de feu qui commence aujourd'hui. C'est une démonstration d'arts martiaux faite
par des robots humanoïdes. Et regardez les gestes, l'incroyable souplesse de ces machines. Bien évidemment, la Chine veut nous dire, avec ça, nous sommes les plus forts, nous allons construire des armées industrielles de robots. Ça conclut une année très favorable pour la Chine, avec notamment le fameux sommet de Busan, où Xi Jinping, le président chinois, a littéralement claqué Donald Trump lors de la confrontation qui les opposait à propos des droits de douane d'un côté et puis de la gestion des terres rares de l'autre. C'est la Chine qui a remporté le morceau de façon très claire. Cette année, justement, avec Trump, la Chine a pu aussi se présenter comme le gentil. Le gentil qui fait la promotion du commerce libre, de la mondialisation, de la protection du climat, etc. Parce qu'il y avait un contraste avec l'affreux Jojo Trump, le gentil panda contre le méchant peroxydé. C'était aussi 2025, l'année de DeepSeek, vous savez, c'est-à-dire cette trouvaille en matière d'intelligence artificielle qui a révolutionné un peu le secteur. Et tout le monde s'est dit, mais ils sont très avancés et ils proposent des machines qui sont beaucoup moins coûteuses en termes de consommation d'énergie. Et pourtant, vous le disiez, l'année qui s'ouvre pourrait être se dérouler sous d'autres auspices. D'abord pour des raisons économiques. Le modèle du développement du pays n'arrive pas à surmonter une contradiction qui va s'exprimer de façon de plus en plus bruyante dans les années qui viennent. On l'évoquait avec Nicolas Dufourcq, la consommation des ménages, qui en principe ne cesse de progresser dans sa valeur relative par rapport au PIB, dans un pays qui est en développement, elle ne bouge plus. C'est 40% du PIB, et voilà 6 ans que ça ne bouge pas. Dans des pays comparables, c'est 60%. Donc vous imaginez la réserve de croissance intérieure qui manque en Chine. Mais pourquoi ? Il y a 2 raisons à ça. D'abord, et là encore, Nicolas Dufourcq l'évoquait de façon allusive, il y a peu de protection sociale pour les Chinois. Parce qu'on ne veut pas ponctionner les entreprises pour ne pas obérer la compétitivité à l'export. Du coup, les Chinois épargnent. Ils se protègent pour leur avenir. Le taux d'épargne chinois, c'est aujourd'hui 36%. Donc c'est quasiment sans équivalent au monde. En France, on est très très haut en ce moment, on est à 18. Et puis la deuxième, c'est que le yuan, la monnaie, a un taux de change artificiellement bloqué bas vis-à-vis du dollar et donc de toutes les autres monnaies du monde, là encore pour préserver la compétitivité des exportateurs, et là encore avec des effets de compression sur les revenus, sur les salaires et sur la demande. Les Chinois ne gagnent pas assez par rapport à leur productivité. Du coup, la Chine accumule des surcapacités industrielles considérables pour faire tourner son économie, au risque d'entretenir une déflation rampante, une compétition entre les acteurs et d'aggraver au fond ce problème de demande interne. Alors que dans le même temps, on l'évoquait encore tout à l'heure, les marchés extérieurs sont de plus en plus enclins à se protéger et à demander que des droits de douane n'interviennent. L'exemple de l'Europe est frappant. Vous savez, Janet Yellen, qui est l'ancienne patronne de la Fed, disait il y a peu de temps, la Chine est devenue trop grande pour le monde. C'est ça la réalité. Au plan industriel, la Chine est trop grande pour le monde, il faudrait qu'elle exporte sur Mars, sur la Lune ou je ne sais où. Et donc 2026 sera une année décevante sur le plan de l'économie. J'ajoute, pour conclure, que sur le plan diplomatique, ça sera pas non plus facile. Après le choc Trump, dont la Chine a profité, ça va se compliquer, parce que le gentil panda désireux justement de se rapprocher de l'Europe en profitant du vide stratégique que laisse la rupture de la relation transatlantique, il soutient quand même la Russie. Jusqu'où peut-il aller ? Là aussi, il y a une contradiction. Là aussi, cette contradiction va s'exprimer. N'oublions pas Taïwan, où la Chine multiplie désormais les agressions en développant des manœuvres navales de plus en plus agressives. Tout ça pour dire que l'année du cheval de feu pourrait être sensiblement plus difficile pour Pékin que la précédente. Incroyable d'imaginer un pays où le problème, c'est de consommer davantage, et que chacun profite davantage. On dirait que c'est un faux problème, pas du tout. Abnouz, votre parti pris international, il faut deviner le pays où les sites de rencontres connaissent la progression la plus forte. La réponse est là, en Arabie Saoudite. Mais oui, 3,5 millions de téléchargements d'applications de rencontres en Arabie Saoudite en 2025. C'est considérable pour un pays de 35 millions d'habitants où les relations sexuelles hors mariage sont passibles de 100 coups de fouet pour les célibataires, de la peine de mort pour les couples mariés, qui dit adultère, et je rappelle pour les distraits que l'homosexualité est toujours punie par la peine de mort. Alors, les 5 premières applications de rencontres ont généré près de 16 millions de dollars de revenus nets sur la seule année 2025.
1,5 et Tinder domine le marché avec un revenu hebdomadaire aussi entre 210 000 et 250 000 $, avec un nombre d'utilisateurs actifs avoisinant les 80 000 à 95 000 semaines. Ça fait beaucoup de Saoudiens sur le coup. Alors, c'est vraiment la question, comment est-ce qu'un pays où la police religieuse interdisait encore, il y a 10 ans, la vente de roses rouges le jour de la Saint-Valentin, considérée comme une fête chrétienne impie, comment est-ce que dans ce pays-là, évidemment, les applis de rencontre connaissent un tel boom? Alors tout a commencé évidemment avec l'arrivée de Mohamed Ben Salman, MBS, au pouvoir en 2016, parce que dès 2016, qu'est-ce qu'il fait? Il n'interdit pas, parce que là ça aurait été plein de soucis, il neutralise la commission pour la promotion de la vertu et de la prévention du vice, la Moutawa, la police religieuse, qui patrouillait avec des bâtons dans les centres commerciaux, les restaurants, les rues, pour chasser les femmes qui ne portaient pas correctement le voile intégral, séparer les sexes dans les espaces publics, dans les restaurants, il y avait des cloisons qui séparaient les hommes des femmes et il y avait des entrées et des sorties distinctes pour les deux, arrêter tout couple non marié vu ensemble, y compris dans une voiture, d'où le nombre de voitures avec des vitres teintées, fermer les magasins pendant les heures de prière, punir les femmes qui portaient, accrochez-vous, du vernis à ongles de couleur trop visible. En 2016, donc la Moutawa est officiellement dépouillée de ses pouvoirs d'arrestation. Ses agents ne peuvent plus interpeller, détenir ou verbaliser. Ils sont réduits au rôle de conseillers moraux. Donc de toute façon, force est de constater que plus personne ne les écoute. Et évidemment, tant que la Moutawa patrouiller, c'était la panique. Ça valait pas le coup de prendre des risques, le déshonneur familial, les arrestations, les coups de fée, voire la mort, ça valait pas le coup. Mais alors, étant donné que, suite à la Moutawa, les concerts ont repris, ce qui avait été prohibé pendant 25 ans, les cinémas ont réouvert, interdit pendant 35 ans, les femmes autorisées dans les stades et les cafés, les restaurants sont devenus mixtes. Et accrochez-vous, depuis 2024, il y a même quelques points de vente où on peut acheter de l'alcool. C'est vraiment une révolution des mœurs, d'autant plus que 71% de la population saoudienne a moins de 35 ans, avec la pénétration d'Internet à 99%. Ça vous donne quoi? Ça vous donne le pays le plus connecté du monde arabe, qui est le plus jeune. 2/3 de la population ont grandi avec un smartphone et pas avec la Moutawa, avec la police des mœurs. Ça change tout. Et avant même l'arrivée de Tinder, et là j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est une tradition chiite iranienne, c'est le mariage provisoire. En gros, vous vous mariez pour 1 heure, 2 heures, 3 heures, 3 mois, ce qui vous permet d'avoir des activités sexuelles sans aller en prison. Eh bien, ce que je ne savais pas... Le mariage pour 3 heures. Oui, c'est qu'en Arabie Saoudite, ils ont inventé le mariage mizyar, qui veut dire le mariage de passage, en 2010. Le principe, c'est un contrat de mariage islamique dans lequel la femme renonce à ses droits de cohabitation, d'entretien financier ou de logement. Le mari peut passer quand il veut et n'est pas obligé de vivre sous le même toit ou subvenir aux besoins de sa femme. En gros, ça permet d'avoir des relations sexuelles, mais validées par la charia. Donc tout d'un coup, la relation sexuelle devient licite, même si c'est pas un vrai mariage définitif. Bref, c'est ça qui a ouvert, j'allais dire, le terrain à Tinder. Et d'un coup, il a été possible d'avoir une vie sexuelle sans le religieux. Tinder n'a fait que retirer quelque part le religieux. Et qu'est-ce que vous voyez sur le Tinder saoudien là? C'est intéressant. Évidemment, les femmes ne montrent pas leur visage. C'est souvent leurs mains parfaitement manicurées avec du vernis très très rouge. C'est ce qu'elles sont en train de boire. Souvent du matcha. Visiblement, c'est très à la mode. Souvent, ce qu'elles regardent, un cours de tennis, en train de conduire une voiture avec un petit chien tout mignon à côté, des chats, etc. Alors pendant ce temps-là, les hommes, alors ils posent évidemment souvent avec un faucon sur le bras, c'est très viril. On sent le vécu là. Donc non mais j'ai jamais été. Non mais attendez, j'ai encore mieux parce que j'ai découvert ce mot, c'est que les annonces des femmes, pour que ça soit bien explicite, qu'elles cherchent un partenaire sexuel, je cherche un partenaire sportif. Si vous cherchez une relation courte et amusante, sweepez à gauche. Et donc j'ai découvert que sweeper, ça veut dire sélectionner la personne et pouvoir entamer. Je ne suis jamais allée sur les... Voilà. Et donc, et les hommes, ils sont... Là, les femmes, on voit pas leur visage ni leur corps. Les hommes sont dénudés à la piscine, à la salle de sport, etc. Les gays aussi ont trouvé un moyen d'utiliser Tinder en utilisant tout un système de code, etc. Le grand problème, et ça c'est vraiment un problème, c'est que ce qui est toléré n'est pas légal. C'est que tout ce que je suis en train de vous raconter n'a pas été sanctionné par la loi. Donc il suffit que MBS tombe ou qu'un juge conservateur tombe sur un couple non marié sur lequel est quand même tombée la police et pas forcément la police des mœurs. Et ben tout ça, cette liberté-là nouvellement venue, complètement révocable, et c'est ça qui en fait quelque chose de très fragile. Oui. C'est intéressant ces notions tolérées mais pas légales. Merci à vous trois pour ces parties pris. Merci à vous de nous avoir suivis.